Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons préparé un beau sommaire. Nous irons par exemple sur les plages de la Côte d'Ivoire à la rencontre d'un artiste singulier qui arrive à faire de tongs usagés de véritables œuvres d'art. Récemment, nous vous avons parlé d'une campagne officielle lancée pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise, style majeur de la musique africaine, au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une occasion pour nous de vous faire découvrir aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, le groupe Staff Benda Bilili dans cette édition de Vous et Nous. Rencontre avec Lambert Kabantanchi pour nous parler entre autres de son dernier ouvrage, La nuit de l'irréparable. Certains artistes vivent une fin de carrière incertaine. C'est dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Vous voulez continuer à apprendre ou à perfectionner votre anglais? Écoutez, ne ratez pas Our English Teacher, Michel Joseph, au rendez-vous comme d'habitude dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, Ekia nous parle d'un médecin camerounais qui parcourt villes et villages apportant de l'espoir à ses concitoyens. Ekia. Effectivement, Roger, apporter des soins médicaux dans des zones reculées, c'est la mission que s'est donnée un médecin nommé Georges Bouélé, qui a créé une association à Douala en 2008 qui s'appelle Ascovim. Il officie également à l'hôpital central de Yaoundé, accompagné d'autres bénévoles. Il a permis pas moins de 40 000 soins médicaux, pas moins non plus de 1400 interventions chirurgicales, le tout gratuitement. Plus de précisions à travers ce récit signé Abdourahmane Dia. Pour cette énième mission, ce sont les pensionnaires de la prison de Kongsamba, à 150 km au nord de Douala, qui vont bénéficier des soins gratuits du docteur Bouélé et son équipe. Tous prêts pour un week-end de bienfaisance. L'association Ascovim est une association qui arpente les villages du Cameroun chaque semaine, entre février et décembre, pour apporter du sourire aux populations vulnérables de nos villages, des populations nécessiteuses qui sont malades et qui n'ont pas la possibilité de rencontrer un médecin spécialisé. Chaque week-end, c'est comme un hôpital de campagne qui se déplace dans une localité afin de donner une chance à ces populations de soigner leurs pathologies les plus urgentes. Et les soins que nous apportons aux populations, c'est d'abord les soins de médecine générale. Ils reçoivent tout genre de bobos sont reçus. Et ces soins-là sont accompagnés par les soins spécialisés comme cardiologie, gastroentérologie, pédiatrie, gynécologie. Et on a une unité d'ophtalmologie où quelqu'un peut consulter, recevoir une paire de lunettes ou un collier ou alors une référence en cas spécialisé. Pour les responsables de la prison, c'est le soulagement puisque l'accès aux soins n'est pas toujours facile pour les détenus en général. Après là, on pourra au moins respirer des cas de pathologie fréquentes quand nous avons mal de dents, mal de yeux, mal de ceci, au moins pendant 3 ou 4 mois, qui ne pourra que faire le bonheur des personnes qui sont en détention. Et ça permet aussi comme ça d'améliorer leurs conditions. L'association Ascovim s'est même rendue dans des zones à risque comme les parties du Cameroun où sévissent les séparatistes anglophones du nord-ouest et du sud-ouest ou encore Boko Haram dans l'extrême nord. Donc, pas question d'arrêter. Nous entendons ainsi multiplier ces activités ailleurs, et peut-être dans le département de Mungu ou encore ailleurs pour donner la chance à ces prisonniers d'avoir une bonne santé. Puisque après, il y a un suivi après ces consultations, après cette opération, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un suivi après. Avec des détenus soulagés d'avoir reçu des soins, le docteur Bouélé et son équipe peuvent plier bagage en attendant la prochaine mission dans une autre localité qui en aura certainement besoin. Et on a tous besoin d'un monsieur comme celui-là dans nos quartiers, dans nos villages ou dans nos villes. En tout cas, bravo, docteur Georges Bouélé. Bravo, bravo, bravo.
c'est à encourager vraiment. Comme j'ai dit, on a besoin, même dans nos maisons, on a besoin d'un frère comme ça. Pourquoi pas? Écoutez, au cœur de Manhattan, hein, un couple de voisins improbable. Oui, c'est arrivé quand une famille de faucons a décidé de construire son nid près de la fenêtre d'un immeuble. Hein. Deux familles humaines et volailles se regardent maintenant et le monde le regarde en même temps à travers les réseaux sociaux. Anna Nelson a eu la chance de voir cette interaction de près. Nanit Talani raconte. Un secteur animé de Broadway en plein cœur de Manhattan. Autobus et camions montent et descendent de la rue. Les voitures klaxonnent et les piétons se précipitent devant des dizaines de vendeurs de rue et des centaines de magasins. Mais si quelqu'un levait les yeux une seconde, il verrait et entendrait quelque chose de très inhabituel. Never. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est que ces dernières années, au cours des 5 à 10 dernières années, que nous commençons à voir des animaux et des oiseaux récupérer la terre. Je n'aurais jamais pensé que cela inclurait également notre faucon à queue rousse. Michael Palmamir a grandi à New York. D'aussi loin qu'il se souvienne, la faune de la grosse pomme se limitait aux pigeons et aux rats effrontés. Il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait des voisins sauvages qui s'installeraient juste devant les fenêtres de son appartement. Fin février, début mars, j'entendais un coup de bec à la fenêtre. Et je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. J'ai passé la tête par une autre fenêtre pour voir et j'ai vu un faucon à queue rousse qui se tenait juste là, sous l'escalier de secours. L'oiseau est à peu près aussi gros que ça. Mais j'étais excité. Je suis allé chercher mon appareil photo avec un objectif long. J'ai pris une photo. Et puis je l'ai vu venir droit sur moi. Quand j'ai vu ça, je suis rentré et j'ai fermé ma fenêtre. Mon cœur battait et j'ai pensé, ça y est, je ne le reverrai plus jamais. Mais au moins, j'ai une bonne photo. Mais les faucons, il y en a deux, n'avaient pas l'intention de partir. Alors, pendant que les oiseaux étaient absents, Michael a installé quelques minuscules caméras près de leur nid, fermé les stores et arrêté d'essayer de s'immiscer dans leur vie. Le lendemain, alors qu'il vérifiait les caméras, il a remarqué 2 œufs dans le nid. Il a dit que les oiseaux ont choisi l'endroit parfait pour fonder une famille. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il y a beaucoup de nourriture dans la région. Beaucoup de pigeons, beaucoup de rats. C'est une bonne position. Et en plus, le bâtiment est derrière eux. Donc le vent vient de l'ouest ici. Les nouveaux arrivants ont fait sensation. Les images des caméras de Michael Mir qu'il a téléchargées sur un compte Instagram sont devenues populaires dans le monde entier. C'est la première fois que je vois ce toit juste là. Il y a le nid là-bas. C'est étonnant. Je pense qu'ils peuvent le sentir quand ils sont dans un endroit sûr. Michael Mir s'est attaché à ses voisins sauvages et a même donné des noms aux 2 oiseaux adultes, Lily et Billy. Ils ont perdu un poussin, mais l'autre se porte bien. Un symbole de résilience et de contraste, tout comme la ville de New York elle-même. Merci pour ce beau reportage qui nous montre qu'il est toujours possible d'avoir des liens forts entre les êtres humains et les animaux, même dans les grandes villes d'ailleurs. Encore faut-il prendre le temps de les vivre, ces moments. Cap à présent sur la République démocratique du Congo. Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe mythique, Staff Benda Bilili. Je les ai moi-même rencontrés au Festival de Cannes à leur belle époque faste. C'était au début des années 2010. Depuis 10 ans, le groupe s'est séparé, disloqué, réconcilié et aimerait revenir au devant de la scène. Mohamedou Oumfa nous en dit plus. C'est généralement sur son fauteuil roulant qu'il se déplace dans les rues de Kinshasa. Sa mobilité réduite et son modeste accoutrement inspirent parfois la mansuétude des passants. Bon, normalement, quand on est là, il y a des boss qui passent. Peut-être vous pouvez voir quelque chose pour... il peut vous donner quelque chose, quoi. Et puis les boss qui passent là, donc, quand ils voient comme ça, ah non, ce sont des handicapés, ils ne travaillent pas, bon, il faut lui donner quelque chose pour vivre.
Théophile Zonga n'est cependant pas un banal clochard. Il est chanteur-guitariste. 10 ans plus tôt, avec son groupe, il brillait de mille feux dans le monde musical. Le staff Benda Bilili avait chamboulé la rumba, enflammé les salles européennes et épaté le festival de Cannes. Au-delà de l'Europe, il donnait des concerts au Japon, en Australie, aux États-Unis. Puis la belle histoire s'est arrêtée en 2013. Le groupe s'est disloqué, le début de la descente aux enfers. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore dans la rue. Ils sont en train de faire la mendicité. Chaque jour, ils sont en ville là-bas, aller chercher l'argent à gauche, à droite. On doit dire la vérité. Mais quand on voit ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Par exemple, moi, je vis avec les amis. Voilà, vos musiciens, ils sont en ville là-bas, en train de faire la mendicité. Alors qu'ils ont des droits qui peuvent changer leur vie. Il y a 4 ans environ, sur le conseil du responsable d'une ONG humanitaire, ils se sont réunifiés. Désormais, chaque jeudi, ils se retrouvent à Ndjili, quartier populaire de Kinshasa, à l'ombre d'une bâche tendue au-dessus de la cour, pour créer de nouvelles chansons, répéter, se rôder, rêver d'un nouveau départ. Malgré les séparations qu'on a eues, mais maintenant on est ensemble avec Staff Benda Bilili. Alors, nous avons encore un album qu'on a préparé. Donc bientôt, nous serons en Europe, si Dieu le veut. En attendant, il faut bien vivre. Le groupe entend batailler pour récupérer sa part de recettes tirées du film qui les a rendus célèbres, Benda Bilili, présenté en 2010 dans la catégorie documentaire au Festival de Cannes. Depuis tout ce temps, ils n'ont rien perçu des diffusions et entrées en salle, assure-t-il. En France, le producteur du documentaire, Renaud Barret, se garde de toute promesse ferme. Évidemment, dès que les choses sont clarifiées, le pourcentage stipulé dans le papier sera respecté. Hypothétique est le moment où le staff Benda Bilili pourra rentrer en possession de cet argent. Hypothétique aussi est la perspective de nouveaux titres à succès. Un nouvel album, Effacer le tableau, est sorti, mais n'a eu que peu d'écho. Pourtant, le groupe ne désespère pas. En matière de création artistique, il n'est jamais trop tard pour séduire le grand public. Waouh! Je les ai vus une fois dans un concert ici à Washington. Le staff Benda Bilili, ils sont super à voir en live. Et maintenant, on vous pose cette question dans hashtag vous et nous de cette semaine. Comment aider les artistes pour qu'ils puissent mener une vie décente à la fin de leur carrière? Vous savez, beaucoup d'artistes peinent à joindre même les deux bouts du loin à la fin de leur carrière. Alors, comment les aider? Mariama Ba, Dakar, Sénégal, elle nous écrit, elle dit « Les gouvernements africains et leur département de la culture doivent créer des fonds, pas pour les redistribuer aux artistes, mais plutôt de l'argent pour payer leurs multiples factures, en tout cas à ceux-là qui n'y arrivent pas. » Nous avons le commentaire de Rondi Kikombo à Kinshasa en RDC. Il est utile qu'ils puissent créer une structure financière comme une caisse d'épargne pendant qu'ils sont en plein service. Séverine Elombe, Bangui RCA. L'art s'apprend dans des institutions scolaires. Les artistes doivent aller à l'école pour aussi apprendre à gérer leur propre futur. Cela fait partie de leur professionnalisme. Paul Ndri à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pense que je devrais faire quelque chose et créer un fonds pour les artistes qui ne bénéficient plus d'allocations de chômage ou qui ne touchent que de très petites indemnités à la fin de leur carrière. Vous avez des avis très intéressants, on vous remercie de les avoir partagés. Il est vrai que la vie d'artiste n'est pas toujours aisée. Il y a des fois où il y a les sous qui tombent, d'autres les fois où les sous ne tombent pas du tout. Et entre les deux périodes, c'est toujours très compliqué. Certains pays ont des fonds qui permettent de subsister, d'autres n'en ont pas. Donc vos suggestions sont pas mal du tout. Courage à vous les artistes, car vos métiers sont très importants, nous permettent de nous aérer l'esprit et aussi de faire passer des messages. Alors un grand courage et des grandes salutations à vous les artistes qui nous suivez en ce moment. On se retrouve tous, je l'espère, après une courte page de pub. À tout de suite.
Vous et nous, part 2. Mais voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais. Et c'est avec our teacher, our professor, Michelle Joseph. Vous avez tous compris, c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Quand les personnes dans une conversation sont d'accord ou partagent les mêmes expériences, on entend ces expressions courantes. And so do I au présent, et moi aussi, et moi de même. And so have I, c'est le verbe avoir au présent. And so am I, c'est le verbe être au présent. And so was I, c'est le verbe être au passé. Pour ces exemples, nous allons rester dans le présent. La formule reste la même au passé. Imaginez tout simplement que quelqu'un vous parle d'une expérience et vous êtes d'accord ou vous avez une expérience similaire. Donc, la personne dit « I walk to work » et vous allez dire « And so do I » Je marche pour aller au travail. Moi aussi. « I have a reliable car » And so have I. J'ai une voiture fiable, dit la personne, et vous répondez, et moi aussi, and so do I. I'm an English teacher, and so am I. Je suis prof d'anglais, et moi aussi. Dans ce contexte où il y a un commentaire de quelqu'un, le verbe et le sujet sont inversés dans votre réponse, comme dans le cas d'une interrogation. Ça complique un peu les choses. Donc, je répète, vous allez dire « And so do I » et moi aussi. On ne dira pas « And so I do »,« And so I have » ou bien « And so I am ». Vous n'allez pas dire ça. « And so do I »,« And so have I ». Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais, comme vous le savez déjà, sur notre site qui est le www.voaafrique, rubrique « Vous et nous ». Place à présent notre rubrique Actualité. Son nom vous dit sans doute quelque chose, Joséphine Baker, artiste franco-américaine, qui a été repérée dès l'âge de ses 13 ans pour ses talents en danse et qui est venue en France et qui a séduit tout le monde avec son déhanché et des bananes autour d'elle. Alors, derrière cette vision un peu minimaliste se cachait aussi une grande militante résistante qui a été adoptée par la France au point d'en avoir la nationalité. Eh bien, figurez-vous qu'elle fera son entrée au Panthéon le 30 novembre, rejoignant ainsi les grandes personnalités qui y sont inhumées. Toutefois, le corps de Joséphine Baker restera à Monaco, où elle est enterrée, au cimetière marin, a précisé à l'AFP l'un de ses enfants. Son fils Jean-Claude Bouillon-Baker a précisé que ce sera un cénotaphe avec une plaque comme pour Aimé Césaire et d'autres personnalités. Joséphine Baker sera la 6e femme, mais la première femme noire à y être inhumée. Toujours dans l'actu, le batteur de Rolling Stone, le toujours élégant Charlie Watts, est décédé un mardi à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent, suscitant de nombreux hommages dans le monde de la musique. Le batteur qui avait fêté ses 80 ans en juin était membre de Rolling Stone depuis 1963 avec le leader Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Charlie Watts faisait partie des plus anciens membre du célèbre groupe de rock qui a vu défiler plusieurs artistes comme Mick Taylor, Ronnie Wood ou encore Bill Wyman. Avec son visage impassible et son talent unanimement reconnu en matière de rythmique binaire, il offrait sur scène un contrepoint au déhanchement frénétique de Mick Jagger et aux pitreries électriques de guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, paix à son âme. Et voilà, toute autre chose en ce moment et qui a vous parler de Lambert Kabantacci, c'est lui qui était notre invité. Oui, il est historien de formation, critique d'art, journaliste et homme de lettres. Il a gagné dans son pays, la RDC, 2 grands prix de littérature, de la nouvelle, dont le prestigieux prix Nemi de Chili. Il a en outre reçu 2 prix en poésie, dont un premier prix national de poésie, lauréat du prix international de la francophonie
En 2005, en France, premier lauréat du concours de poésie de l'institution d'enseignement FSI, ici aux États-Unis. Il était mon invité ce matin pour nous parler de sa carrière et de son tout dernier ouvrage, La nuit de l'irréparable. Suivons un extrait. En fait, La nuit de l'irréparable, c'est un roman qui reflète un peu l'omniscience de l'écrivain dans ses personnages. Oui, ça c'est un trait qu'on doit découvrir quand on écrit et quelquefois ça vous échappe, c'est psychanalytique tout cela. J'ai écrit La nuit de l'irréparable avec des bons, des méchants, des vilains, des vilaines, mais j'ai découvert après que dans presque chaque personnage, il y a quelque chose de moi. Je suis dans presque tous ces personnages. La plupart de leurs réflexions sont les miennes. J'ai des gens qui sont brutaux et qui utilisent les arts martiaux. J'utilise les arts martiaux. J'ai des personnages qui sont des professeurs d'art. J'ai été professeur d'art. J'ai des personnages qui sont des poètes. Je suis poète. Et quelquefois, c'est sans le vouloir. Oui. Vous êtes en train d'écrire et vous faites intervenir des personnages juste dans la trame de l'histoire pour créer un écheveau plus ou moins solide dans la compréhension du lecteur. La nuit de l'irréparable a une philosophie. Cette philosophie, c'est que quand quelque chose vous dépasse trop, n'essayez pas de comprendre. C'est comme ça que mon personnage principal, qui est une personne adulée, une personne aimée, a créé autour de ses créations un complot. On a pensé que ces créations visaient à renverser un régime et les gens qui doivent les tuer sont ses amis. Il avait compris cela, mais il n'en a pas fait gros cas. Il a continué à être avec ses amis, même ses amantes et même son ex étaient dans le coup pour le tuer. Il savait tout cela, mais il a fait celui qui ne connaît rien et la vie continue. Donc, la philosophie de ce livre, c'est que quelquefois, il ne faut pas trop s'empêtrer dans des réseaux déjà créés où vous risquez de ne pas faire long feu. Donc, essayez de ne pas comprendre et vivez votre vie. Et vous verrez que le personnage principal de mon livre, c'est un bon vivant. Il a divorcé d'avec sa femme, mais il la fréquente. Il a une amante, il sait que son amante a des amants, il la fréquente. Il a des amis, il cherche à les tuer, mais il les fréquente. Donc c'est quelqu'un d'assez impassible, flegmatique, mais il fait sa vie, il vit sa vie. Vous vous retrouvez vous-même dans ce personnage-là? Une fois, oui, je vais répondre à cette question. J'ai eu un jeune frère qui est resté dans un bureau avec moi pendant presque 5 ans. Et tout d'un coup, il a eu une mission à l'étranger. Et avant de partir à l'étranger, il m'a laissé une note en disant « Cher frère, j'ai été très content et inspiré d'être resté en votre présence et j'ai pu admirer votre flegme. » Donc, c'est un peu ce que je vous disais. Ouais. Je me retrouve dans mes personnages. Oui, exactement. Et quelquefois, ma façon de vivre, elle s'accouple à la façon de vivre de mes personnages. Oui. Et souvent, je dois avouer que ce n'est pas quelque chose de préconçu. Non, ce n'est pas préconçu. Un psychanalyste trouvera facilement le lien, comment j'écris. Oui. En me demandant, Lambert, qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Oui. Je te dirai qui tu es. Et voilà, tous ceux qui sont en moi sont hantés par mes personnages dans mes romans, ma poésie. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau. Merci pour cet extrait d'entretien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de lire ce livre dont on rappelle le nom, La nuit de l'irréparable. Et moi, je vous encourage beaucoup à lire, quelles que soient les lectures, c'est vraiment important pour votre concentration, pour enrichir votre vocabulaire, et c'est votre moment à vous. Et il faut surtout sortir de cette addiction que nous avons souvent, moi y compris, de nos différents écrans.
Voilà. Et si on terminait l'émission au bord des plages près d'Abidjan, à la rencontre d'un artiste qui fait fi des regards moqueurs vis-à-vis de lui, des personnes qui pensent qu'il est désespéré parce qu'il ramasse les tongs rejetés par la mer, et vous allez voir pour en faire quoi? Des œuvres d'art. Plus de précision avec Gabi Dorsil. Aristide Kwame parcourt la plage en traînant un sac poubelle. Il ramasse des tapettes, comprenez des tongs, pour en faire des portraits. Ce sont des déchets que des hommes, n'est-ce pas, ont jetés dans la mer, et la mer nous les ramène parce qu'elle n'en veut pas. Voilà. L'environnement ne veut pas de tout ce que l'homme lui donne de négatif. Pour Aristide, faire du recyclage et de la récupération en créant de l'art est crucial. L'artiste de 26 ans explique que c'est un moyen pour lui de lutter contre la pollution et de donner une seconde vie à ce plastique à travers son travail. Quand je vais ramasser, déjà, il y a ce regard-là, et puis il y a ces questions. Il y a la question du genre, bon, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je compte en faire et tout. Est-ce que je vais aller les vendre, est-ce que je les utilise, pourquoi? Et moi, je leur réponds simplement que je suis un artiste. Et les ramasser, déjà, c'est ôter, n'est-ce pas, un poids lourd à la nature. C'est enlever quelque chose qui dérange, n'est-ce pas, ces plages, parce que moi, je n'aime pas les voir sales. Aristide sculpte des formes, des lettres et des visages dans les semelles en caoutchouc. Il fabrique sa propre peinture en broyant les restes pour en faire des pigments. Son œuvre la plus récente représente une femme et un enfant portant des masques et entouré des mots Covid et confinement. C'est une œuvre sur la thématique de la Covid-19 parce que c'est ce qui fait actuellement, c'est ce qui fait l'actualité, voilà. Et moi, en tant qu'artiste, je me considère comme témoin de mon temps, de mon époque. Voilà, c'est pourquoi j'ai réalisé cette œuvre-là. Non seulement pour montrer que c'est une pandémie, c'est une maladie dangereuse, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, apporter un plus dans la lutte contre cette pandémie. En découpant ces tapettes en plastique, l'artiste fabrique des tableaux qui se vendent à près de 1 000 $. Certaines de ses œuvres sont exposées à la galerie d'art Eureka. Les œuvres d'Aristide Kwame incluent des portraits géants de leaders tels que Nelson Mandela, mais aussi des tableaux qui représentent la société, les inégalités et le changement climatique. Selon les Nations Unies, environ 13 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans les océans. En Afrique, le Nigeria et le Ghana figurent parmi les plus grands pollueurs des littoraux du continent. Merci Gabi Dorsil. Voilà un homme intelligent qui sait non seulement comment sauver l'environnement, mais aussi se faire de l'argent. Bravo à lui en tout cas. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VO Afrique. Merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. Merci à nos collègues Salwa Jafari, merci à Jean-Luc Mafema et bien sûr à Gabi Dorsil. Cette superbe émission touche déjà à sa fin, comme d'habitude. Mais si nous ne voulons pas vous quitter, vous savez, nous ne voulons pas vous quitter à l'âge dire, mais malheureusement, faute de temps, comme d'habitude, on doit se dire rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.